Alors vous, Gilles Thomas, vous êtes donc spécialiste des catacombes. Vous êtes descendu là-bas il y a 25 ans, je crois, pour la première fois. Et depuis, pour la première fois, et depuis, je n'ai pas cessé, oui. Parce que lorsque l'on met les pieds sous terre, sous Paris, dans ces réseaux artificiels, soit notre curiosité est satisfaite au bout de 2-3 heures, au bout de la balade, soit on s'aperçoit qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, et on a envie d'y retourner, et on ne cherche qu'à y retourner. Et c'est ce que je fais depuis 25 ans. L'appel du sous-sol, quoi. C'est l'appel du sous-sol, mais c'est plus que ça. Lorsque l'on descend sous Paris, on l'a vu sur les images, on voit des inscriptions qui datent du XVIIIe siècle. On a vu par exemple rue Saint-Jacques, côté du Couchant. Côté du Couchant, ça veut dire que la galerie était sous le trottoir ouest de la rue. Et on a plein d'inscriptions qui rappellent la Révolution française, qui rappellent plein de passages glorieux de l'histoire de France, jusqu'à un passage un peu moins glorieux, mais qui existe néanmoins, qui est l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit tout ça là-dessous. Alors, on va quand même revenir sur la définition même des catacombes. Donc, on a tous en tête des crânes. D'ailleurs, on en a trouvé un aux objets trouvés, un crâne d'époque. Ou de tibia, ou de fémur. Youpi, va bien. Mais ce ne sont pas réellement des catacombes. Alors, racontez-nous un petit peu le début de l'histoire. Ouais. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, on s'est aperçu que le cimetière des Saints Innocents, qui était le cimetière qui se trouvait là où on a construit les halles, le fameux trou des halles, ce cimetière était saturé d'ossements. C'est un cimetière qui avait servi à l'inhumation des morts de plusieurs paroisses de Paris, plus de l'Hôtel-Dieu, et depuis l'origine de Paris. Donc à la fin du XVIIIe siècle, ça faisait pratiquement 2 millénaires qui servaient de cimetière. Et on avait tellement inhumé de corps dans ce cimetière que le sol du cimetière était 2,50 m au-dessus du niveau des rues. C'est charmant. C'est charmant. Ça bon. Ça avait plusieurs problèmes. Effectivement, lorsqu'il pleuvait, l'eau s'infiltre dans le sol, rejoignait la nappe phréatique, et cette nappe phréatique, c'est la nappe dans laquelle on puise de l'eau lorsque l'on creuse des puits, donc ça a entraîné des maladies. Il y a eu aussi des fosses communes qui se sont vidées vers 1780 dans des caves de particuliers. Le particulier descend pour aller chercher une bonne bouteille, il ouvre la porte et dans ses bras lui tombent des ossements. Et donc à la fin du XVIIIe siècle, en fin 1785, on a décidé, pour des raisons de salubrité publique, d'arrêter d'inhumer des corps dans le cimetière des Saints Innocents. Et on a cherché un emplacement pour transférer tous les corps qu'on avait pu inhumer depuis donc au moins 2 millénaires. Et on a trouvé comme site un site qui était à l'époque à l'extérieur de Paris, qui en plus était sous terre, qui était dans des carrières qui appartenaient au terroir de Saint-Jean-de-Latran. Donc c'est des carrières dans lesquelles on extrayait. Voilà, du calcaire, comme terre, voilà, merci Clive, dans laquelle on extrayait du gypse, c'est ça, et du calcaire pour construire les maisons de Paris à la surface. Donc à l'origine, ce sont effectivement d'anciennes carrières souterraines qui ont été exploitées souterrainement à partir de la fin 12e, début 13e siècle. On va dire que sous la rive gauche, on a extrait le calcaire grossier. Donc le calcaire grossier, c'est la pierre à bâtir, c'est ce qui permet de construire les bâtiments. On le retrouve sous les petites buttes de la rive gauche qui sont le Montparnasse, le Mont-Rouge, le Mont-Souris, la butte aux Cailles, donc la place d'Italie actuellement, et une petite extension sur la rive droite qui est la colline de Chaillot. Et par contre, sous la rive droite, on trouve au niveau des grandes buttes que l'on appelle des buttes géologiques témoins parce qu'elles sont très très hautes, les buttes Chaumont, Montmartre et Ménilmontant, on a extrait du gypse. Et le gypse, c'est la pierre à plâtre, c'est-à-dire qu'on chauffe ce gypse, on le broie et on obtient une poussière fine qui est du plâtre. Et lorsque l'on utilise ce plâtre pour badigeonner des murs, on rajoute simplement de l'eau et on reconstitue en gros du gypse. Voilà, et on construit donc ces maisons. Donc on avait ces espèces de grandes surfaces vides sous la surface d'une ville qui n'était pas, enfin c'était pas encore Paris à l'époque. Paris s'étend un petit peu, les limites s'étendent jusqu'aux carrières, et là on se retrouve à construire au-dessus du vide. On finit par construire au-dessus du vide parce qu'on avait oublié qu'on avait exploité ces carrières plusieurs siècles auparavant. Donc les premières exploitations souterraines, j'ai dit que c'était fin 12e, début 13e siècle. En fait, les exploitations ont commencé à ciel ouvert dès l'époque gallo-romaine, donc en souterrain à partir du 12e, 13e siècle, et à la fin du XVIIIe siècle, ça fait donc 5 siècles d'exploitation souterraine, ça fait on va dire 15 générations qui se sont succédées, et on a oublié complètement qu'il y avait ce vide sous les parties où on était en train de construire. Et à la fin du XVIIIe siècle, on a eu de gigantesques effondrements dans Paris, comme l'effondrement que certains ont pu connaître à Clamart en 1961. Donc Clamart, c'est quelques kilomètres de Paris. 1961, c'est il y a à peine 40 ans. Et à Clamart, il y a eu un gigantesque effondrement. Quand on regarde les photos prises d'avions, on a l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre. Tous les terrains sont fissurés et tous les petits pavillons autour du stade d'Issy-les-Moulineaux se sont écroulés. Et il y a eu à ce moment-là 21 morts. Et ce genre d'effondrement, c'est le genre d'effondrement qui se produisait à Paris à la fin du XVIIIe siècle. C'était des quartiers entiers qui s'écroulaient. Place d'Enfer Rochereau, rue Saint-Jacques. C'était vraiment des rues entières qui s'écroulaient. Donc là, on réagit et on
missionne l'architecte du roi de régler tout ça, de consolider en fait le souterrain. On réagit, et on charge d'abord un mathématicien, parce qu'un mathématicien c'est un géomètre, on le charge de faire des plans, il fait quelques consolidations, et manque de chance, il fait ses consolidations par rapport aux fissures qu'il peut voir sous terre, et un an après, il y a quand même quelques bâtiments qu'il avait consolidés qui se sont écroulés. Et en 1777, Louis XVI prend la décision de créer un service entièrement consacré à la consolidation du sous-sol. C'est donc l'inspection des carrières qui existe toujours, qui a plus de 200 ans maintenant. Et cette inspection a construit des piliers de consolidation à l'aplomb des façades des maisons, qui avaient été construites sur le vide d'anciennes carrières, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait ces carrières en dessous. Et en fait, on construisait de la fin des façades en surface jusqu'au sous-sol, donc ça faisait vraiment les chemins des rues qui étaient au-dessus, à peu près. À partir du moment où on a les façades des maisons qui sont alignées, en dessous, les piliers de consolidation sont alignés, et on a construit ainsi des galeries, donc à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et comme en surface, il y avait à peine 50 ans qu'on avait décidé de mettre des noms de rues aux encoignures des maisons, on n'avait pas eu cette idée-là avant 1729. C'est-à-dire qu'avant 1729, on se promenait dans Paris, il fallait se renseigner sans arrêt auprès des personnes pour dire je cherche la rue Saint-Jacques. Il n'y avait rien qui l'indiquait, cette rue. Elle était sur des plans, mais il n'y avait rien qui l'indiquait en surface. Donc en sous-sol, lorsque l'inspection est créée 50 ans après, pour que les ouvriers se repèrent, on met des plaques de rue. Et c'est ces plaques de rue que l'on voit en permanence sous terre. Alors qu'en surface, bien sûr, on a maintenant des plaques en tôle émaillée, on a des noms de rues qui ont changé. En sous-sol, elles n'ont absolument pas bougé. C'est deux mondes parallèles depuis des siècles et des siècles. Voilà, ce sont deux mondes parallèles et un univers qui n'a pas bougé depuis la fin du XVIIIe siècle, qui est sous Paris. Alors on découvre là-dessous évidemment plein de mystères, et sous Paris. Alors vous avez parlé des inscriptions, vous avez parlé des abris résistants, des abris allemands. Il y a un petit peu tout. Il y a aussi des champignonnières dans lesquelles on faisait pousser des champignons. Effectivement, si le champignon s'appelle champignon de Paris, celui qu'on a l'habitude de consommer chez soi ou dans tous les restaurants, c'est que les premières cultures de champignons ont eu lieu à peu près dans le 14e arrondissement, sous terre, par un dénommé Chambry, vers 1814. Et cette culture s'est exportée dans toutes les carrières aux alentours du 14e arrondissement. Ensuite, ça s'est étendu en banlieue. Maintenant, dans la région parisienne, il n'y a pratiquement plus aucun cultivateur qui cultive du champignon dit de Paris, parce que c'est une culture qui est très astreignante. Il faut arroser le champignon tous les jours. Quand il commence à sortir, il faut le cueillir avant qu'il soit trop gros. S'il est trop gros, il sera comestible, mais il sera gorgé d'eau, ça ne va pas plaire au point de vue gustatif. Donc il faut travailler vraiment tous les jours. Et maintenant, c'est, on va dire, les pays du sud-est asiatique qui acceptent ce genre de conditions de travail, parce qu'en plus, c'est pas mécanisable. Il faut se courber. Il faut se courber. Et Gilles, sincèrement, de vous à moi, ceux qui ont l'habitude de prendre des champignons de Paris régulièrement à leur repas, là, ont peut-être plus du tout envie d'en consommer. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a arrêté. Voilà. Il faut en manger, bien sûr. Il faut manger. On trouve aussi des endives et des topinambours en dessous. Si vous voulez savoir pourquoi, vous procurez l'Atlas des Paris souterrains. Alors, quand on se balade comme sur les catacombes, on tombe sur des galeries de contrebandiers qui voulaient faire passer de la marchandise sans payer la taxe qu'on payait quand on passait les frontières de Paris. Et on trouve aussi d'anciennes caves dans lesquelles des personnes se sont perdues. Il y a une petite histoire qu'il faut absolument raconter, celle de Philibert Asper, portier du Val-de-Grâce, qui s'est perdu un jour. Alors on ne sait pas s'il allait choper une bouteille dans les caves des moines chartreux voisins. On ne sait pas s'il est simplement descendu par curiosité. Et effectivement, il n'est jamais remonté. On a retrouvé son squelette 11 ans après. Et l'inspection des carrières, aussi bizarrement que ça paraisse, alors que les catacombes étaient en cours de constitution, ils n'ont pas transféré les ossements dans les catacombes, ils ont créé un monument et ils l'ont enterré sur place, là où on l'a trouvé. Alors, il y a une petite photo, peut-être qu'on peut la voir, en tout cas on l'a vu peut-être dans nos images. On le retrouve aussi des petites sculptures, on a vu dans vos photos, beaucoup de tags et de graffitis également, plein de choses, des tuyaux électriques, des conduits électriques, des tubes de pneumatiques, un petit peu tout là-dessous. Il y a plein de réseaux qui se croisent, qui s'évitent en permanence sous terre. Bon, et vous, qu'est-ce qui vous fait redescendre à chaque fois justement depuis 25 ans? D'essayer de voir des choses que je n'ai pas perçues la première fois, parce qu'on a beau passer des dizaines de fois dans la même galerie, il y a tellement d'inscriptions qui se sont succédées de tout temps. Tout à l'heure, Dominique parlait de Nouguier. Nouguier, lorsqu'il était étudiant à l'école des mines, il est descendu sous terre pour faire un exercice cartographique et il a mis son nom. Donc on a Nouguier qui a laissé des traces. On a différentes personnes comme ça qui ont laissé des noms. Il y a beaucoup de rencontres insolites de toute façon qui sont différentes à chaque fois. Insolites, et ça peut même être un peu gênant lorsque l'on rencontre la police, puisque c'est interdit d'y descendre. Et la police a une brigade spécialisée qui est chargée d'essayer d'interpeller ces personnes qui descendent clandestinement.